monsieur, bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver. Au programme de cette édition, le dialogue désaccordé de la diplomatie française. Le ministre délégué chargé de l'Europe, Benjamin Haddad, fait un déplacement à Washington dans un contexte de changement de pouvoir aux États-Unis. François Asselineau, le président de l'UPR, répondra à nos questions dans cette édition. Nous poursuivrons avec un petit tremblement de terre dans le monde de la technologie de pointe. Les performances de l'intelligence artificielle chinoise DeepSeek vient de rebattre les cartes de la tech et met à l'épreuve le modèle occidental. Et puis nous terminerons en France avec le rapport du défenseur des droits sur l'aide sociale à l'enfance, un dispositif public qui multiplie les failles. La diplomatie française, non seulement à contretemps, mais aussi à la remorque des États-Unis. Le déplacement du ministre Benjamin Haddad de l'autre côté de l'Atlantique suscite une polémique entre ministères. Décryptage avec Olivier Frère-Jacques et les explications de François Asselineau. Un voyage ministériel et pas mal d'interrogations. Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l'Europe, s'est envolé pour Washington mercredi, et cela pour un déplacement américain de 5 jours. Un séjour scruté de près, alors qu'il semblerait que le diplomate ne s'inscrive pas tout à fait dans les pas de son ministre de tutelle, Jean-Noël Barrot. Au-delà de la nature du déplacement ministériel, c'est la méthode qui a pu étonner du côté du Quai d'Orsay, comme nous l'explique le président de l'UPR, François Asselineau. D'abord, il faut savoir que cette information sur le déplacement de M. Haddad à Washington, on vient tout juste de l'apprendre parce qu'il y a un mystère au Quai d'Orsay. Si vous voulez, les agents du Quai d'Orsay, je connais quand même pas mal de gens au Quai d'Orsay, sont assez intrigués par le fait que les ministres, normalement, publient leurs agendas publics. Et s'agissant de M. Haddad, il publie vraiment le minimum. Et donc, il y a marqué pour ce jeudi, si vous voulez, il y avait marqué Washington. Et vendredi, Boston. À Boston, il était quand même précisé qu'il va à une réunion entre l'Union européenne et les États-Unis d'ailleurs, mais une réunion publique. Alors que là, pour Washington, les gens ne savaient pas. Alors au point que, me dit-on, ça jase au Quai d'Orsay sur ces questions. Et on a appris, donc hier, que ce déplacement à Washington de M. Haddad, qui semble-t-il n'est pas le premier, semble-t-il il y va régulièrement, il faudrait demander l'avis du comptable du ministère qui doit payer les notes de frais d'avion, il y va régulièrement. On a appris donc qu'il allait aux États-Unis, à Washington, et notamment il va y rencontrer 3 cénacles, 3 ce qu'on appelle les think tanks. Un déplacement auprès de cénacles américains, notamment 3 qui ne sont pas complètement inconnus du ministre. Des think tanks ou laboratoires d'idées très importants dans la sphère des idées aux États-Unis et qui rayonnent souvent au-delà des frontières américaines. Le premier, c'est l'Atlantic Council, le Conseil Atlantique. Donc là, il sera en pays de connaissance puisqu'il a été lui-même, il a travaillé longtemps à l'Atlantic Council. Et ensuite, il a été le directeur pour la France du Conseil Atlantique pendant plusieurs années, avant d'entrer au gouvernement d'ailleurs. Deuxièmement, il va s'exprimer devant le Hudson Institute. Et troisièmement, il va s'exprimer devant la fondation Heritage Foundation. Une visite auprès d'organisations non étatiques qui peut étonner alors que Paris, comme Bruxelles, tergiverse à adopter une position commune et claire vis-à-vis de Donald Trump et de sa nouvelle administration, comme en attestent les déclarations guerrières un peu surréalistes du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot sur Sud Radio le 28 janvier, qui rebondissait sur celle de sa consoeur députée au Parlement européen, Nathalie Loiseau. Qui demandait l'envoi au Groenland d'un contingent de troupes européennes. Est-ce que vous y êtes favorable ? Pourquoi pas, puisque nous avons effectivement une question de sécurité. Une prise de position qui paraît complètement absurde et que le ministre justifie par l'appartenance du Groenland à l'Union européenne, ce qui est faux, puisque ce territoire s'est extrait de la tutelle bruxelloise en 1985. Jean-Noël Barrot a montré ici une ligne très rigide à l'endroit de Washington qui détonne avec celle affichée par son homologue chargé de l'Europe, Benjamin Haddad, qui lui fraye avec des think tanks américains à la coloration politique parfois bien éloignée du catéchisme centriste du macronisme. Dans les 3 cas, il s'agit de think tanks proches des républicains, proches de la droite très conservatrice américaine, voire de la droite trumpiste. Ce n'est pas forcément le cas pour le Conseil Atlantique, mais c'est en tout cas le cas pour le Hudson Institute et l'Heritage Foundation. Et il est intéressant évidemment de voir qui est derrière. Ceux qui financent, bon par exemple, alors je risque de me mélanger, mais enfin, Heritage Foundation, vous avez je crois Chevron, Mobil Oil, Pfizer, les laboratoires pharmaceutiques, etc. Un truc à l'américaine. Le Conseil Atlantique, c'est financé par le National Endowment for Democracy, c'est-à-dire un fonds né
de la CIA. Et s'agissant du Hudson Institute, ça a été créé par un monsieur qui s'appelait Herbert Kahn, qui venait de la Rand Corporation. Ça a été fondé au début des années 60, et c'est un think tank sur lequel je vais faire une vidéo très prochainement, donc je dirai plus de détails, mais cet Hudson Institute est proche évidemment des services américains et se fixe comme objectif de promouvoir les intérêts géopolitiques américains à travers le monde par tout un réseautage en ayant créé des succursales, un peu d'ailleurs comme le Conseil Atlantique. Pour donner une idée du grand écart idéologique du gouvernement en place, le ministre se rend donc au Hudson Institute qui recevait quelques jours plus tôt Éric Zemmour et Sarah Knafo. Entre les centristes qui penchent du côté des faucons américains et ceux qui entendent saisir les opportunités qui s'offrent avec l'avènement de Trump, la diplomatie française offre un spectacle difficilement audible. À cette cuisine indigeste s'ajoute la sauce bruxelloise avec la diplomatie européenne qui tente péniblement de s'émanciper de sa tutelle américaine et qui a dévoilé mercredi des pistes pour rendre l'UE moins bureaucratique et plus efficace. L'objectif étant d'envoyer un message pro-business en direction des investisseurs tentés par les États-Unis. Le monde occidental accuse le coup dans la tech. Alors que les États-Unis dominaient le secteur de l'intelligence artificielle générative, une jeune entreprise chinoise vient bousculer l'ordre établi. Face à ChatGPT se tient désormais DeepSeek et l'outil a déjà fait trembler la bourse. Le point sur un petit tsunami. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing. Le robot conversationnel chinois fait parler la Maison-Blanche. DeepSeek, recherche approfondie en français, a fait une entrée fracassante dans le secteur de la tech en venant secouer son concurrent direct, ChatGPT. De quoi bousculer avec les modèles occidentaux. En effet, le coût de développement du robot conversationnel chinois serait 1000 fois inférieur à celui issu de la firme américaine OpenAI. De quoi interroger l'efficacité des annonces récentes du nouveau président américain. Together, these world-leading technology giants are announcing the formation of Stargate. So put that name down in your books, because I think you're going to hear a lot about it in the future. A new American company that will invest $500 billion at least in AI infrastructure in the United States and very quickly, moving very rapidly, creating over 100,000 American jobs almost immediately. 500 milliards de dollars, un gigantisme financier qui n'empêche visiblement pas la concurrence chinoise de venir chatouiller l'oncle Sam. En effet, quand l'entraînement de ChatGPT 4 a nécessité quelques 100 millions de dollars, il n'en a fallu que 5,5 millions pour DeepSeek. Une réduction des coûts permise par une technologie innovante en rupture avec les codes habituels. Le codage utilisé a été conçu pour limiter les besoins en calcul, un point essentiel puisque la Chine, frappée par la méthode bien connue de Washington des sanctions économiques, n'a plus accès aux puces de la firme américaine Nvidia. Comme pour bien d'autres secteurs, ces sanctions ont donc poussé Pékin à développer des alternatives en misant sur une vision différente. Ainsi, c'est en développant un outil d'intelligence artificielle qui requiert moins de puissance de calcul qu'ils sont parvenus à sortir par le haut de la situation. Une histoire bien moins heureuse pour l'entreprise Nvidia qui, elle, a perdu près de 600 milliards de dollars à la bourse en une seule séance lundi dernier. La pire perte de l'histoire des marchés qui nuancera d'autant plus l'annonce des 500 milliards de Trump injectés dans l'IA. En effet, la naissance de DeepSeek et le nombre record de téléchargements de l'application ont plongé le leader américain du marché dans les limbes et le Nasdaq, phare de la tech américaine, a perdu 3 points d'un coup. Et pour cause, les investisseurs remettent à présent en cause le modèle occidental que l'on pourrait caricaturer en course à l'échalote. Plus de puissance, plus de données, plus de rapidité. Et si cette stratégie n'était finalement qu'une fuite en avant ? C'est la question qui pourrait sérieusement secouer les géants américains de la Silicon Valley, comme l'oncle Sam avait déjà été secoué en 1957 à la sortie du satellite soviétique Spoutnik. À plus forte raison qu'à ses performances, DeepSeek ajoute également une approche dite open source, offrant donc un accès libre et modifiable à son code, contrairement au modèle d'OpenAI ou Google. Bien sûr, les détracteurs de l'outil asiatique mettent en lumière les influences du pouvoir chinois dans certaines réponses.
Un travers que l'on pouvait aussi constater sur ChatGPT. Un peu court pour se rétablir donc. Alors face à ce revers brutal, les États-Unis pourraient bien être tentés de faire ce qu'ils font de coutume, proclamer davantage de sanctions contre l'adversaire. Une solution qui, selon certains spécialistes, pourrait alors pousser Pékin à innover encore plus rapidement. À croire que, comme la Chine a su le faire, l'Occident va être contraint de revoir son modèle déjà battu en brèche sur le terrain militaire en Ukraine. Une réflexion qui pourrait conduire à moins d'investissements sans borne au profit d'une frugalité concentrée sur l'innovation pour aller vers l'essentiel. Une redirection des efforts que l'Europe aurait également intérêt à suivre pour ne pas être une fois encore induite en erreur par le modèle américain. Une direction qui n'a pas encore été confirmée par le lancement écourté de Lucie, l'intelligence artificielle développée par la société française Linagora avec le CNRS pour l'éducation nationale. Quelques heures après sa mise en ligne, il a fallu suspendre la plateforme tant les réponses aux questions tournaient au ridicule. Des péripéties qui devraient donc inciter les Occidentaux à enfin sortir de leur schéma perdant. La protection de l'enfance en danger. Le défenseur des droits publie un rapport accablant sur les défaillances de l'ASE, un système qui mériterait une refonte totale. Explication de Renaud de Bourleuf. Des enfants laissés à l'abandon dans le cadre de l'ASE. Le défenseur des droits Claire Hédon s'apprête à publier demain jeudi son rapport sur la protection de l'enfance. L'État est appelé à réagir face à des lourdes défaillances de l'aide sociale à l'enfance, dite l'ASE. Des défaillances qui ont été mises sur le devant de la scène à la fin de l'année 2024 avec le procès de plusieurs familles d'accueil. En décembre, le tribunal correctionnel de Châteauroux a condamné à de la prison ferme 5 individus pour violence et maltraitance sur des enfants placés par les services sociaux. Pendant 7 ans, de 2010 à 2017, les familles dans l'Indre, la Haute-Vienne et la Creuse ont accueilli, sans autorisation, des dizaines d'enfants suivis par l'aide sociale à l'enfance du Nord. Avaient suivi des coups de pied, de poings, de cravaches, des menaces et même des agressions sexuelles. Une histoire sordide qui n'est qu'une partie émergée de l'iceberg. Les affaires se multiplient concernant des décisions de justice non appliquées, des accueils d'enfants dans des lieux non autorisés comme des hôtels ou des gîtes et des ruptures dans les parcours. Le défenseur des droits note que les situations difficiles se sont creusées en 2020 lors de la crise liée au Covid et ont perduré après. Après la formulation d'une trentaine de recommandations, le gouvernement est invité à rendre compte des suites données dans un délai de 4 mois. Selon des informations du Figaro, l'autorité administrative indépendante donne pour piste d'augmenter les moyens financiers des départements et de donner à la justice les moyens d'assumer son rôle. À ce sujet, le défenseur des droits pointe notamment le problème des délais d'audience et les enquêtes sociales jugées insatisfaisantes. L'autorité administrative appelle aussi à recruter davantage d'assistants sociaux en milieu scolaire. Laurence Brunet-Jambu, fondatrice d'une association de protection de l'enfance, revient sur les mesures qu'elle juge prioritaires. La première des réformes, c'est d'avoir des personnels formés et en adéquation avec les problématiques actuelles, c'est-à-dire des gens formés à la lutte contre les violences sexuelles, des gens formés dans le repérage, des gens formés et également dans ce que c'est que le traumatisme en fait des violences subies, à laquelle ils ne sont absolument pas formés, et à mon avis c'est là qu'est la première catastrophe en fait, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont non placés, non protégés, rendus à l'auteur en fait des violences parce que les gens ne sont pas formés. Et je pense que la formation initiale n'est pas à la hauteur des enjeux et que la formation continue, il n'y a pas d'argent de mis dedans en fait. Il y a des tas de choses qui pourraient être valorisées qui ne le sont pas. Et pour moi, c'est la première chose. Et peut-être, alors ça va aussi de pair, c'est-à-dire que pour moi, il faut un contrôle de l'État sur ce qui se passe dans les départements. Et il n'y en a pas. Un véritable coup de pied dans la fourmilière alors que le système de l'aide sociale à l'enfance est affaibli par une complexité administrative et des incohérences dans le placement des enfants. Pour moi, il y a des enfants placés qui ne devraient pas l'être, absolument pas, s'il y avait de la prévention de fait, s'il y avait un travail avec les familles constructif, et si au moment où on plaçait l'enfant, on était quand même dans l'idée que c'est de courte durée, ce qui n'est pas le cas. En fait, on renouvelle les mesures parce qu'on n'a pas été à la hauteur des enjeux. Quand vous voyez les enfants qui ne sont pas suivis ou qui ne voient leur éducateur qu'une fois toutes les 6 semaines, et là on est dans vraiment le meilleur des cas, c'est abominable en fait. Et je pense que les TISF, les travailleuses qui interviennent dans les familles, ne sont pas assez écoutées, et le compte-rendu de ce qu'elles font n'est pas joint au compte-rendu qui est remis à la juge, au magistrat. Ça, c'est primordial que les TISF, que leur rapport soit joint au rapport de l'aide sociale à l'enfance. Et à mon avis, il y a beaucoup trop de délégations, c'est-à-dire qu'on délègue à l'aide sociale à l'enfance du département, qui délègue à des associations, ça fait des échelons
Si on enlève tous les MNA dans la gestion des départements et dans les finances des départements, parce que pour moi, les MNA font partie du ministère des Affaires étrangères, c'est comme ça, à mon avis, qu'on pourra relever un peu la tête. L'argent pourra être mieux réparti pour les enfants d'aide sociale à l'enfance. Je dis pas qu'il faut pas accueillir les MNA, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut que ce soit un autre ministère qui les prenne en charge. C'est une réflexion qui est un peu commune à beaucoup de monde. Plutôt que chercher à pallier les défauts du système, c'est en effet tout le secteur de l'aide sociale à l'enfance qu'il faudrait revoir en profondeur, orienter l'action vers la prévention pour éviter le placement. Je pense que quand on a des familles d'accueil qui accueillent 5 enfants, je vois pas comment on peut bien s'occuper des enfants. Et donc, il faut aller vers un travail avec les assistants familiaux différents et il faut autoriser des familles qui travaillent parce qu'aujourd'hui, si vous travaillez, vous pouvez pas accueillir. Ça, c'est un non-sens à mon avis. Il y a des tas de familles d'enfants qui pourraient être accueillis dans des familles avec des assistants familiaux qui travaillent à l'extérieur. Surtout quand on a 9, 10 ans, je vois pas en quoi le fait que l'assistant familial travaille à l'extérieur viennent empêcher de prendre un enfant et d'accompagner un enfant. Et ça permettrait de n'accompagner qu'un enfant, voilà. Et donc, évidemment, avec un accompagnement de choix, de qualité. C'est ça qui est important. Quand on voit des assistants familiaux qui ont 4 enfants, 5 enfants, et parfois c'est le couple, alors on est à 8 enfants accueillis plus leurs enfants. Mais comment voulez-vous que les difficultés de l'enfant soient posées? C'est pas possible. On n'y arrivera pas. Donc, il faut repenser aussi l'accueil des enfants. C'est quoi accueillir un enfant? Voilà, c'est fondamental pour moi. Je pense qu'il faut une restructuration d'aide sociale à l'enfance. C'est quoi un enfant placé? On ne fait plus de prévention, on ne travaille plus avec les familles. Il n'y a pas de prévention, on ne met pas l'argent dessus. Ça coûterait trop cher. Donc, on fait que du palliatif, on place des enfants et on oublie que le placement est traumatisant. Et donc, il vient en rajouter, en fait. Et qu'il y a beaucoup de travail qui pourrait être fait en amont, c'est-à-dire que si on travaille avec la famille, si on met les moyens avec la famille, eh ben, il y a peut-être 30 à 40% de placements qui ne se feraient pas. Et partons à présent faire le tour de France, en bref. Une nouvelle médaille d'or pour la France. C'est le pays européen champion de la dépense sociale. Selon les derniers chiffres pour l'année 2023, la tendance est à la baisse, mais Paris consacre encore 31,5% de son produit intérieur brut pour la protection sociale, face à une moyenne européenne globale de 26,6%, correspondant à environ 10 500 € par habitant en parité de pouvoir d'achat. Ironie de la situation, si la France consacre la part la plus élevée de l'Union, la dépense par habitant d'environ 13 000 € est quant à elle en 5e position, très loin derrière les 21 000 € du Luxembourg, qui doit pourtant moins facilement distribuer ses équivalents de carte vitale. Inondation en Bretagne. Après Éowyn et Herminia, c'est au tour de la dépression Ivo de frapper la côte atlantique ce mercredi. Les départements d'Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique et du Morbihan étaient en vigilance rouge pour crues. Des niveaux d'eau inédits depuis 2001, 1000 personnes avaient déjà été évacuées en fin de matinée. François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, a déclaré à Rennes que la situation dépassait les précédents records d'inondations et a activé une procédure accélérée pour reconnaître l'état de catastrophe naturelle. La crue de la Vilaine est particulièrement inquiétante avec un niveau record à 4,86 m. Les autorités locales appellent à la vigilance et prévoient une aggravation jusqu'à jeudi. Les internes en médecine générale sont en grève. Ce mercredi à Paris, les internes en médecine générale ont protesté contre la réforme qui instaure une 4e année à partir de novembre 2026. Selon le ministre de la Santé Yannick Neuder, 3700 étudiants seront concernés par cette 4e année. Selon les syndicats, cette réforme de 2022, passée avec l'article 49.3, est mal préparée et soulève de nombreuses inquiétudes concernant le manque de maîtres de stage et les conditions de rémunération. Les syndicats réclament un report de la réforme et un meilleur soutien aux stages en cabinet. Yannick Neuder s'est engagé à publier les décrets d'application de la réforme au printemps, idéalement en avril-mai, et à valoriser financièrement la fonction de maître de stage pour recruter rapidement. Contrôle technique pour les motos, une obligation contestée mais observée. Depuis le 15 avril 2024, le contrôle technique des 2 roues motorisées est devenu obligatoire en France. Selon des données récentes fournies ce mercredi par l'organisation Mobiliance, 84% des véhicules concernés ont déjà passé le contrôle, valable 3 ans, soit près d'1 million de motards avec un pic de 230 000 visites en décembre 2024. Certaines associations, comme la Fédération des motards en colère, remettent en cause son efficacité, soulignant le faible taux de contre-visite à 11,7% et le bon entretien général des 2 roues. La Fédération des motards appelle au boycott du contrôle technique des 2 roues jusqu'à ce que le gouvernement retire cette obligation. Pas sûr que la stratégie soit payante. Et l'on poursuit avec l'actualité internationale.
La France serait trop dure avec les Algériens. Mardi, à Alger, l'ambassadeur de France a été convoqué. Le motif, plusieurs ressortissants algériens auraient subi des traitements provocateurs, dégradants et discriminatoires lors des contrôles par la police aux frontières, aux aéroports parisiens de Roissy et d'Orly. Mais le ministère des Affaires étrangères algérien ne donne pas plus de précisions. Après l'arrestation de l'écrivain naturalisé français Boualem Sansal et le renvoi en France de l'influenceur Doualem, malgré son expulsion, Paris et Alger sont décidément à couteau tiré. Zelensky tenu à l'écart des négociations du sort de l'Ukraine. C'est en tout cas comme ça que Vladimir Poutine entend discuter des termes du retour à la paix avec son homologue américain. Considérant depuis la prétendue révolution du Maïdan que l'Ukraine est gérée directement par Washington, le président russe estime que tout interlocuteur autre que Donald Trump serait synonyme de perte de temps. Du côté des États-Unis, la conception des choses est similaire et Donald Trump entend aussi négocier directement avec son homologue russe. Le président ukrainien, sans mandat depuis plus de 9 mois, pourra simplement espérer que son futur sain et sauf soit assuré par les termes des accords. De quoi nuancer grandement ce qui explique que l'Ukraine se bat contre la Russie pour sa souveraineté, alors que c'est sa domination par Washington qui l'a plongé dans la guerre. La ville de Goma est tombée. Mardi soir, cette agglomération de l'Est de la République démocratique du Congo a été prise par les rebelles du groupe M23 et les forces armées rwandaises présentes sur place. Dans la capitale Kinshasa, à l'autre extrémité du pays, des ambassades ont été attaquées, celle de la Belgique, ancien colonisateur, celle des États-Unis et du Royaume-Uni, accusées de soutenir le Rwanda, ainsi que celle de la France, qui a pourtant un rôle très secondaire dans ce conflit. Les relations glaciales entre le président et la RDC et d'Emmanuel Macron peuvent cependant expliquer une partie du ressentiment congolais. Derrière cette prise de contrôle de la ville d'environ 1 million d'habitants se joue un conflit ethnique avec les Tutsis, soutenus par le Rwanda et son chef d'État Paul Kagame, dont l'armée prend part à une guerre qui dure depuis plusieurs décennies de manière plus ou moins larvée. Un pèlerinage hindou tourne au drame. Mercredi, dans l'état de l'Uttar Pradesh à l'est du pays, une bousculade a fait une quinzaine de morts alors que des dizaines de millions de fidèles étaient venus de tout le pays et de l'étranger pour s'immerger au confluent des fleuves sacrés du Gange et de la Yamuna. À l'occasion, le pèlerinage géant hindou de la Kumbh Mela est organisé tous les 12 ans. Le chef de l'opposition, Rahul Gandhi, a dénoncé la responsabilité des autorités dans cette bousculade meurtrière, estimant que celle-ci s'attache davantage à défendre des personnalités que les simples fidèles. Le Premier ministre indien Narendra Modi a de son côté présenté ses condoléances. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Dans un instant, le Zoom du jour, Joseph Boulanger et Louis Leblanc présentent Magnificat, le dernier film de l'association de production cinématographique Hermonia. Et puis le 15 également, le 15 mars. Et on va sur un site. Février, pardon. On va sur un site particulier. Oui, tout à fait. Sur le site d'Hermonia lui-même, voilà, il y a tout un onglet ici, avec la billetterie, etc. Et puis voilà, donc il y a ces avant-premières à Paris et après dans plusieurs villes de France, voilà, notamment dans l'Ouest et dans le Sud. Également au programme de votre soirée passé-présent, Guillaume Fiquet reçoit le général Bruno Darry pour évoquer l'opération Bonite quand les légionnaires parachutistes français ont sauté sur la ville de Kolwezi en 1978 dans l'actuelle République démocratique du Congo. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. À demain. Bonsoir.